Et si je vous disais que mon propre père m'a vendu comme une marchandise pour 3 sacs de farine? Et si je vous disais que j'avais seulement 15 ans, que j'étais pleine de rêves, de rires, de naïveté, et qu'un jour j'ai été offerte comme une dette de jeu, comme une chose sans valeur? Vous penseriez sûrement que c'est une histoire d'un autre siècle. Et pourtant, c'était la mienne. Je m'appelle Claudine Marais, j'ai aujourd'hui 81 ans et je suis née dans un petit village reculé de l'Ardèche, au sud-est de la France. Un coin perdu entre les collines, où les silences étaient plus lourds que les mots et où les hommes décidaient du destin des femmes autour d'un verre de vin ou d'une partie de cartes. Mon père s'appelait Raymond Marais, un homme sec, nerveux, qui sentait toujours le tabac froid et la sueur. Il n'était pas tendre, pas violent non plus, pas avec les poings, mais il avait cette façon de vous regarder comme si vous étiez une gêne. Ma mère, Solange, était une ombre. Toujours derrière lui, jamais contre lui. Je me souviens de ce soir d'été. Il faisait chaud et les cigales hurlaient comme pour annoncer un drame. Mon père jouait au poker dans la cour de la maison avec 3 autres hommes du village. Je les connaissais de vue, ils m'avaient souvent regardé en coin lorsque j'allais chercher du pain. Je lavais le sol de la cuisine quand j'ai entendu les cris, des rires, puis le silence, puis un mot. Elle. J'ai su que quelque chose avait changé. Le lendemain matin, ma mère m'a réveillé tôt. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle m'a donné une robe, une vieille valise en cuir, et m'a dit simplement « Tu vas vivre ailleurs maintenant ». Je n'ai pas compris, pas tout de suite. Mais lorsque M. Gérard Roux, un homme de 40 ans à l'odeur de terre humide, est venu me chercher dans une camionnette, j'ai compris. J'étais le prix. Le paiement. 3 sacs de farine contre une fille. Pendant des années, j'ai gardé cette histoire enfermée dans mon ventre, comme un poison qu'on ne peut vomir. On m'a dit de ne pas parler, de ne pas faire de vagues, de m'estimer heureuse, que quelqu'un ait bien voulu de moi. Mais aujourd'hui, je suis vieille. Je n'ai plus peur. Et si je vous raconte mon histoire, ce n'est pas pour me plaindre. C'est pour que plus jamais une fille comme moi ne soit traitée comme un pari perdu. Je vais tout vous dire. De la première nuit dans cette maison jusqu'au jour où j'ai enfin pu respirer. Et si cette histoire vous touche, je vous demande une seule chose. Commentez en bas. Je crois aux voix oubliées, likez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'il est temps que nos histoires soient entendues. La camionnette qui m'a emportée était vieille, cabossée et sentait le gazole et la paille humide. Je m'y suis assise sans dire un mot, serrant contre moi la valise que ma mère m'avait donnée. J'avais l'impression d'être hors de mon propre corps, comme si je regardais une autre moi partir vers l'inconnu. Gérard Roux ne m'a presque pas regardé. Il a simplement allumé la radio et roulé pendant plus d'1 heure, sans parler, sans me demander si j'avais faim, soif ou peur. J'étais une livraison, pas une personne. La maison se trouvait à l'extérieur de Chambonnat, un hameau encore plus isolé que mon village natal. Elle était grande, ancienne, en pierre grise, entourée d'un jardin mal entretenu et de barrières en bois rongées par le temps. À l'intérieur, une femme plus âgée que lui, Mariette, sa sœur, m'a accueilli avec un regard froid. Voilà donc la petite. Elle ne m'a pas souri. Elle m'a juste montré une chambre à l'étage, minuscule, avec un lit en fer, une couverture rêche et un crucifix accroché au mur. Tu dors ici. Tu travailles dès demain. Le soir même, Gérard est venu dans ma chambre. Je m'étais recroquevillée sous la couverture, vêtue de ma vieille chemise de nuit. Je savais. Je l'avais senti depuis le trajet, depuis la transaction silencieuse entre les hommes du village. Mais je n'étais pas prête. Comment peut-on l'être? Il a ouvert la porte sans frapper. Je n'oublierai jamais ses pas lents, le grincement du bois, l'odeur de vin dans son souffle. Je me suis figée. Il s'est assis au bord du lit. « T'es à moi maintenant. » Ses mots me transpercèrent plus que ses gestes. Ce soir-là, je suis morte une première fois. Pas physiquement. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Et personne n'a entendu. Mariette ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Elle m'obligeait à me lever à l'aube, à nettoyer la maison, à nourrir les poules, à cuisiner. Je n'avais aucun moment à moi. Pas de courrier, pas de livre, pas de musique. Je n'étais même pas autorisée à aller au village seule. J'étais enfermée dans cette maison comme une domestique silencieuse, mais surtout comme une possession. Il venait dans ma chambre presque chaque nuit. Il ne parlait pas. Il faisait ce qu'il avait à faire. Et repartait. Et moi, je regardais le crucifix. Parfois, je me disais que Jésus lui aussi avait souffert. Mais lui, on l'avait pleuré. Moi,
On m'avait oublié. Les mois sont devenus des années. Je n'avais plus de cycle menstruel, tant mon corps était épuisé. Ma peau était couverte de bleu, pas seulement physique. J'avais appris à faire semblant de sourire quand on recevait des invités. Gérard me présentait comme la fille qu'on a recueillie. Personne ne posait de questions. À 17 ans, j'ai eu ma première tentative. Je m'étais coupé profondément la paume avec un couteau de cuisine, volontairement. J'espérais qu'il penserait que je devenais folle et qu'il me renverrait. Mais non. Il a juste bandé ma main, m'a donné une gifle et dit « Si tu recommences, je t'attache au lit ». À partir de là, j'ai appris à survivre. J'ai divisé ma vie en compartiments. Je faisais semblant. Je récitais mes corvées comme des prières. Je me parlais à moi-même, dans ma tête. Je m'inventais des histoires. J'écrivais des poèmes sur les murs de ma chambre avec un crayon volé. Un jour, une voisine, Suzanne, une vieille dame veuve qui passait parfois pour des œufs, m'a regardé droit dans les yeux. « T'as quelque chose de cassé dans le regard, ma petite ?» Je n'ai pas répondu. Mais à partir de ce jour, je me suis accrochée à cette phrase. Parce qu'au moins, une personne avait vu. J'avais 19 ans quand j'ai compris que si je ne fuyais pas, j'allais mourir là. Pas de faim, pas de coups, mais d'oubli, de solitude, de ce silence qui me broyait lentement chaque jour. Je n'avais vu mes parents qu'une fois, brièvement, 2 ans plus tôt. Ils étaient venus déposer un panier de victuailles, comme on alimente un chien gardien. Ma mère n'avait pas osé me regarder. Mon père, lui, avait souri à Gérard. Elle a bonne mine, ah. Et Gérard avait ri. J'étais leur honte camouflée, leur dette effacée. Mais une nuit d'hiver, tout a basculé. C'était en décembre. Il faisait froid, il neigeait dehors. Gérard avait bu plus que d'habitude. Il est entré dans ma chambre, mais cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené un homme, cousin, qu'il disait, et il a dit en riant, « Elle est à moi, mais pour ce soir, je partage. » Je me suis débattue. J'ai hurlé, j'ai griffé, et j'ai réussi à m'échapper en courant jusque dans la cuisine. Je suis sortie pieds nus dans la neige. Je courais sans savoir où aller, juste courir, courir jusqu'à ne plus respirer. Suzanne, la voisine, m'a retrouvée le lendemain matin, recroquevillée dans sa grange, gelée, en sang. Elle m'a regardée, m'a couverte avec un manteau, et a dit « Je vais t'aider ». Elle m'a soignée, nourrie, cachée pendant 2 jours. Et puis elle est allée voir un prêtre, le père Benoît. Je croyais qu'il m'aiderait, qu'il comprendrait. Mais il a simplement dit « Dieu nous demande de pardonner. Si tu parles, tu détruis une famille. » Je n'ai jamais autant eu envie de crier, de vomir. C'est là que j'ai compris que même l'Église ne m'écouterait pas. Mais Suzanne, elle, ne m'a pas abandonnée. Elle a écrit à sa nièce à Lyon, une femme célibataire qui dirigeait un petit atelier de couture. Une semaine plus tard, elle m'a emmenée en train et j'ai dormi pour la première fois dans un vrai lit, propre, sans peur. Je travaillais dur à l'atelier, mais j'étais libre. Pendant des mois, j'ai parlé à personne de ce que j'avais vécu. Jusqu'au jour où une autre fille de l'atelier, Claire, m'a surprise en pleurs dans les toilettes. Elle m'a prise dans ses bras sans poser de questions. Et là, tout est sorti, comme une digue qui cède. Elle m'a écoutée pendant des heures. Et elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Tu n'étais pas une marchandise. Tu es une femme. Une humaine. Une survivante. C'est ce mot survivante qui m'a donné la force de ne plus me taire. J'ai commencé à écrire des lettres. À moi-même. À Gérard. À mes parents. À Dieu. Des lettres que je n'ai jamais envoyées. Mais écrire, c'était crier sans faire de bruit. J'ai aussi repris goût aux petites choses. Un café chaud. Un bain. Une chanson à la radio. Et pour la première fois depuis mes 15 ans, j'ai osé me regarder dans un miroir. Et j'ai dit, tu es encore là. Tu n'es pas morte. À Lyon, les choses n'étaient pas faciles, mais elles étaient vraies. Pour la première fois, j'étais maîtresse de mon temps. Je me levais tôt, cousais toute la journée, rentrais fatiguée, mais je n'étais plus souillée par les mains d'un homme. Mon corps respirait. Lentement. Avec difficulté, parfois. Mais il respirait. Claire, celle qui m'avait accueillie en silence dans les toilettes, était devenue ma première amie. Elle avait vécu des choses terribles aussi, même si différentes. Nous étions 2 âmes cabossées, qui se reconnaissaient sans se juger. Elle m'a appris à marcher dans la rue sans me recroqueviller, à oser lever les yeux, à dire « Non,
quand quelque chose ne me convenait pas. Un jour, elle m'a emmené à une réunion dans un centre communautaire. Une soirée de parole pour femmes victimes de violences. Je n'avais jamais entendu autant d'histoires de douleur. Des femmes de tous âges qui racontaient ce que leur père, leur mari, leurs oncles, leur pasteur leur avaient fait. Et pour la première fois, je n'étais plus seule. J'ai pris la parole. Les mots tremblaient, ma voix aussi. Mais j'ai raconté. Et à la fin, il y a eu un silence. Puis des applaudissements. Et des larmes. Les miennes. Celles des autres. Une femme m'a serré fort en disant « Tu nous as parlé pour toutes celles qui n'y arrivent pas encore ». Cette phrase m'a suivi longtemps. Elle est gravée dans mon cœur. C'est aussi à cette époque que j'ai rencontré Henri. Il venait livrer des tissus à l'atelier. Il était gentil, discret. Il m'a offert un café un jour et j'ai failli refuser. Mais j'ai accepté. Nous avons parlé pendant des heures. Il ne m'a jamais pressé. Il m'a regardé comme une personne, pas comme une proie. C'était étrange, bouleversant. Il m'a fallu des mois pour lui raconter mon passé. Quand je l'ai fait, il a pleuré. Puis il m'a dit « Ce qu'ils t'ont fait ne définit pas qui tu es. Mais ce que tu fais de ta vie maintenant, ça oui. » Henri est devenu mon mari. Pas tout de suite. Pas vite. Mais avec patience. Nous avons bâti quelque chose ensemble. Quelque chose de fragile, mais réel. Quand j'ai eu Émilie, ma fille, j'ai eu peur. Peur de ne pas savoir aimer. Peur de ne pas protéger. Peur de répéter les erreurs. Mais dès que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su que tout allait être différent. J'ai juré devant Dieu, devant moi-même, que jamais elle ne connaîtrait ce que j'avais connu. Je ne l'ai jamais laissée dormir chez personne. Jamais confiée à un inconnu. Jamais imposée à une autorité aveugle. Elle était mon trésor, mon miracle. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette peur. La peur que le passé revienne. Que Gérard me retrouve. Que le silence m'étouffe à nouveau. Alors j'ai continué à parler. À écrire. À témoigner. J'ai commencé à intervenir dans les écoles. À raconter mon histoire dans des lycées, des centres sociaux, des paroisses. Certains détournaient les yeux. D'autres pleuraient. Mais moi, je tenais debout. Et chaque fois que je parlais, une autre petite Claudine, quelque part, retrouvait un souffle. Quand Émilie a eu 6 ans, elle est rentrée de l'école avec un dessin. Elle m'a dit « Maman, regarde, c'est toi et moi ». Elle avait dessiné une grande dame avec des cheveux frisés et une petite fille qui tenait sa main. Le ciel était bleu et il y avait un soleil avec un grand sourire. J'ai pleuré. Pas parce que c'était beau, même si ça l'était, mais parce que je ne m'étais jamais vue comme une maman digne d'un soleil. J'avais peur, Alison. Peur de ne pas suffire. Peur de ne pas être à la hauteur. Chaque fois qu'un homme s'approchait d'elle, je devenais une louve. Même les professeurs, même le médecin. Je surveillais tout. Et Henri en souffrait. Il comprenait, mais il souffrait. Un soir, alors qu'Émilie dormait, il m'a dit « Tu dois parler. Pas à elle, pas encore. Mais à quelqu'un. Sinon, ça va te ronger. » Alors je suis retournée voir Claire. Elle était devenue éducatrice spécialisée. Je lui ai tout raconté à nouveau. Et elle m'a conseillé une psychologue. Une femme douce, avec des lunettes rondes et des mots choisis. Pendant des mois, j'ai ouvert les tiroirs fermés de ma mémoire. Chaque séance était une tempête. Mais petit à petit, les vents se calmaient. Et un jour, la psychologue m'a demandé « Est-ce que vous avez pardonné ?» Je suis restée silencieuse. Pardonné? À qui? À quoi? Au père qui m'a vendue? À la mère qui s'est tue? À l'homme qui m'a brisé? Non, je n'avais pas pardonné. Et je ne voulais pas. Je voulais comprendre. Mais pas excuser. Elle a hoché la tête. Et elle a dit, parfois, pardonner, ce n'est pas absoudre. C'est reprendre le pouvoir. Ces mots ont résonné fort en moi. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé d'écrire un livre. Pas un roman. Mon histoire. Ma vérité. J'ai commencé à écrire le soir, quand Émilie dormait. Parfois Henri me corrigeait des fautes. Mais il ne changeait rien au contenu. Il disait, c'est ton cri. Il doit rester brut. Le livre est sorti 2 ans plus tard. Auto-édité. Peu de ventes. Mais un impact énorme. Des femmes m'écrivaient. Des lettres entières. Des emails. Des messages laissés à l'atelier. Grâce à vous, j'ai parlé. J'ai quitté mon mari. J'ai osé dire non. Je ne m'y attendais pas. Moi, Claudine Marais, petite couturière de province,
j'étais devenu un écho pour d'autres voix étouffées. Mais il y avait encore une chose que je n'avais pas faite. Parler à Émilie. Elle grandissait. Elle devenait femme. Et je savais qu'un jour, elle aurait des questions. Qu'un jour, elle sentirait mes cicatrices. Je ne voulais pas qu'elle apprenne par quelqu'un d'autre. Ni par accident. Alors, quand elle a eu 15 ans, l'âge où tout a commencé pour moi, je l'ai emmenée marcher dans un parc. Et je lui ai dit tout. Elle m'a regardé longtemps, silencieuse. Puis elle m'a serré très fort et m'a dit « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Et ce jour-là, j'ai su que j'avais réussi quelque chose. Malgré tout, malgré eux. Après cette conversation avec Émilie, quelque chose en moi s'est apaisé. Comme si le poids que je portais depuis tant d'années avait enfin trouvé un endroit où se poser. Elle savait. Et elle ne me regardait pas avec pitié. Elle me regardait avec admiration. Ça, je ne l'avais jamais imaginé. Henri m'a dit cette nuit-là, tu lui as donné un cadeau. Pas ta douleur. Ta vérité. Et elle saura s'en servir. Mais la vie, Alison, n'est jamais simple, tu sais. Même quand on croit avoir tout dit, tout surmonté, il reste toujours des fils invisibles qui tirent. Émilie est tombée amoureuse. Un garçon charmant, doux, cultivé. Mais quand il est venu dîner chez nous pour la première fois, j'ai paniqué. Son rire, son parfum, un geste avec les mains, tout me rappelait Gérard. J'ai eu une crise. Une vraie. J'ai quitté la table en courant. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Et j'ai pleuré comme une enfant. Émilie a toqué à la porte. Doucement. Maman, ce n'est pas lui. Je te le promets. Il ne te fera pas de mal. Mais mon corps ne comprenait pas. Mon cœur battait comme si j'avais 15 ans de nouveau. Les traumas sont comme des fantômes. Tu vois? Même quand tu crois qu'ils sont partis, ils réapparaissent au moindre bruit, au moindre visage. J'ai repris la thérapie. Une nouvelle psychologue cette fois, spécialisée dans les stress post-traumatiques. Elle m'a aidé à reconstruire ce pont entre moi et le présent, à ne pas confondre passé et présent, à respirer dans l'instant. Je lui ai dit que j'avais honte. Elle m'a répondu « Vous êtes en train de désapprendre un réflexe qui vous a sauvé la vie. Ce n'est pas honteux, c'est courageux. » Et j'ai pleuré. Encore. Henri a été patient. Il m'a tenu la main dans le noir, comme au début. Il m'a rappelé que j'étais aimée. Et ça, c'est un baume qu'aucune thérapie ne remplace. Pendant cette période, une maison d'édition m'a contacté. Ils avaient lu mon livre. Ils voulaient une réédition, mais plus grande, avec une tournée, des conférences. J'ai hésité. Je n'étais pas sûre d'être prête. Mais Henri m'a dit, tu n'as pas besoin d'être prête. Tu as besoin d'être vraie. Alors j'ai dit oui. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée sur des scènes, dans des bibliothèques, des universités, à raconter, encore. Parfois la voix tremblait. Parfois, je devais m'arrêter. Mais à chaque fois, quelqu'un venait me voir après et me disait « merci ». Et ce merci, c'était une réparation, une reconnaissance, une revanche douce. Mais un jour, tout a changé. Un jour, j'ai reçu une lettre, pas anonyme, signée, de Mariette. Oui, la sœur de Gérard, celle qui m'avait vue, qui savait, et qui m'avait laissé subir. Elle écrivait qu'elle était mourante, qu'elle voulait me demander pardon, qu'elle n'avait jamais osé me chercher, mais qu'elle avait toujours pensé à moi. Elle demandait à me voir. Une dernière fois. Je suis restée figée longtemps. Puis j'ai déchiré la lettre. Puis je l'ai recollée. Puis je l'ai déchirée de nouveau. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est Émilie qui m'a dit « Tu n'as pas besoin d'y aller. Mais tu peux le faire pour toi. Pour clore. » Alors j'y suis allée. Mariette vivait dans une maison de retraite à Dijon. Une chambre blanche, propre, avec une fenêtre qui donnait sur un petit jardin. Quand je suis entrée, elle était allongée, amaigrie, le visage pâle et les yeux pleins d'eau. Elle m'a reconnue immédiatement. « Claudine » a-t-elle murmuré. Je suis restée debout, le cœur serré. J'aurais voulu la haïr. Mais ce que j'ai vu, ce jour-là, ce n'était pas une complice. C'était une vieille femme, hantée. Elle a tendu la main. J'ai hésité. Puis je me suis assise, sans la toucher. Elle a parlé. Lentement. Avec difficulté. Elle m'a dit qu'elle savait. Qu'elle avait toujours su. Qu'elle avait entendu les cris, vu les bleus, deviné les silences. J'étais jeune. J'avais peur. Gérard pouvait être cruel. Et mon père, il disait que tu étais une ingrate. Que tu mentais. Je l'écoutais.
Mon cœur battait si fort qu'il me faisait mal dans la gorge. Elle a continué, j'aurais dû te protéger. J'aurais dû parler. Je n'ai rien fait. Et je te demande pardon. Il y avait une sincérité dans sa voix. Une fatigue aussi. Une fatigue de toute une vie passée à éviter le regard d'une vérité insoutenable. Je ne savais pas quoi répondre. Mais alors, elle a sorti une petite boîte en bois. Ceci est à toi. Gérard l'avait gardée dans le grenier. Je l'ai retrouvée il y a des années. Je l'ai ouverte. C'était ma vieille broche, celle que ma mère m'avait donnée enfant. Et une photo de moi, à 15 ans. Une que je ne savais même pas qu'on avait prise. Et un petit papier, jauni. Dessus, il était écrit « Je n'étais pas prête à t'aimer ». L'écriture de Gérard. Je me suis mise à trembler. Mariette m'a prise la main. Il est mort en 1997. D'un cancer. Il n'a jamais parlé de toi. Mais il buvait beaucoup. Et parfois, il pleurait dans son sommeil. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pardonné. Mais j'ai fermé quelque chose. Une boucle, un cercle, un cauchemar. Je me suis levée. Merci de m'avoir appelé. Je vous souhaite la paix. Et je suis partie. Dehors, il faisait froid. Mais j'ai senti une chaleur dans mon dos. Comme si un poids quittait mes épaules. J'ai marché longtemps. J'ai repensé à tout. À la fille de 15 ans. À la femme de 80 ans. Et j'ai souri. Pas parce que j'étais heureuse. Mais parce que j'étais libre. Je suis rentrée à Lyon et j'ai écrit une nouvelle lettre. Cette fois, pas pour Gérard. Pour moi. Tu as survécu. Tu as aimé. Tu as élevé une fille merveilleuse. Tu as brisé les chaînes. Je l'ai encadrée et je l'ai accrochée dans mon salon. Émilie l'a lu. Elle a pleuré. Et elle m'a dit, « Maman, tu n'es pas une survivante. Tu es une battante. » Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai cru à ces mots. Quelques mois après ma visite à Mariette, j'ai été invitée à une conférence nationale sur les violences faites aux femmes. C'était à Paris, dans un grand auditorium. J'étais censée parler en clôture, devant des centaines de personnes. Des journalistes, des députés, des survivantes, des associations. J'ai failli dire non. Je suis restée 3 jours sans répondre. Je me regardais dans le miroir et je me demandais qui suis-je pour parler à tant de monde. Je ne suis pas une écrivaine célèbre, pas une experte, juste une vieille femme avec une histoire. Mais Henri m'a regardée et a dit « Tu es celle qui a traversé l'enfer et qui a choisi de rester debout. C'est plus puissant que tous les diplômes du monde. » Alors j'ai dit oui. Je suis montée sur scène. Le micro tremblait dans ma main. J'ai commencé doucement, avec ma voix d'octogénaire un peu fêlée, mais claire. Et j'ai raconté. Encore. Depuis le début. Sans rien cacher. Quand j'ai fini, il y avait un silence. Un long silence. Puis un tonnerre d'applaudissements. Et des femmes sont montées sur scène. Elles m'ont prise dans leurs bras. Certaines pleuraient. Une jeune fille m'a dit « Vous venez de me sauver la vie ». Je ne pouvais plus parler. Juste serrer des mains. Embrasser des joues. Écouter leurs histoires. Porteur un peu de leur douleur avec moi. Le lendemain, j'ai reçu un appel du ministère. Ils voulaient me décorer pour mon travail de mémoire et de lutte. J'ai refusé. Pas par orgueil. Par choix. Je ne veux pas de médaille pour avoir survécu. Je veux que celle qui souffre aujourd'hui n'ait plus à survivre. Ils ont respecté mon choix. Mais la nouvelle s'est répandue. Les médias ont commencé à me contacter. Des interviews. Des portraits. Je suis passée à la télévision. Émilie me regardait avec fierté. Henri aussi. Mais tout cela me faisait peur. J'avais passé ma vie à me cacher. Et soudain, j'étais partout. Mon visage, ma voix, mon nom. Je me suis remise à faire des cauchemars. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai pris une pause. Une longue. Je suis partie dans un petit village en Bretagne, au bord de la mer. Une amie m'a prêté une maison. Là-bas, je me suis reconnectée au silence. Mais un silence doux, apaisant. Pas celui de l'oppression. Je marchais tous les matins. J'écrivais. Je cuisinais. Je parlais aux oiseaux. Et j'ai commencé à écrire un deuxième livre. Pas sur moi cette fois. Sur toutes celles que j'avais croisées. Les anonymes. Les oubliées. Celles qui n'avaient pas eu la force ou la chance de parler. Je l'ai appelé, elles aussi. Quand il est sorti, il a été un succès. Et je me suis rendu compte d'une chose, ma voix portait plus que ma douleur. Elle portait l'histoire de toutes les femmes à qui on avait volé quelque chose, l'enfance, la foi,
le corps, la dignité. Et j'étais fière de cela. Pas de ce que j'avais vécu, mais de ce que j'en avais fait. Ce jour-là, sur la plage, assise face aux vagues, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai murmuré « Maman, je te pardonne. Papa, je te pardonne. Gérard, je ne t'excuse pas, mais je me libère de toi. » Et le vent a soufflé fort, comme une réponse, comme un dernier adieu. Je me souviens d'un moment très précis, quelques semaines après être revenu de Bretagne. J'étais dans un café à Lyon, seul à ma table, en train de lire un livre de poésie. Un jeune homme s'est approché. Il voulait que je change de place, car ses amis allaient arriver et il voulait les regrouper autour de la mienne. Avant, j'aurais souri poliment, me serais levé, m'excusant presque d'avoir été là. Mais ce jour-là, j'ai levé les yeux vers lui et j'ai dit calmement « Non, je suis bien ici. » Il a fait la moue, mais il est parti. Et j'ai continué à lire. Ce n'était rien, en apparence. Un détail. Mais en moi, quelque chose avait changé. Pendant si longtemps, j'ai vécu en m'excusant. D'exister, d'occuper de l'espace, d'être vivante après tout ce que j'avais traversé. Je pensais que je devais tout à tout le monde, que je ne méritais pas le confort, la paix, encore moins la joie. Mais ce jour-là, dans ce petit café, j'ai senti que j'étais à ma place. Pas une survivante errante. Une femme. Présente. Légitime. C'est comme ça que j'ai décidé de créer un cercle de parole pour femmes âgées ayant subi des violences. J'ai commencé avec 3 dames, puis 5, puis 10. On se réunissait une fois par mois dans une bibliothèque municipale. On partageait. On pleurait. On riait aussi. Beaucoup. Parce que même dans les ténèbres, la lumière trouve son chemin. Un soir, une femme de 83 ans m'a pris la main et m'a dit « Tu sais ce que tu m'as rendu ? Mon prénom. » J'étais devenue la veuve de, la mère de, la victime. Maintenant, je suis Jeanne et je me tiens droite. Ces mots ont résonné en moi comme une promesse accomplie. Je suis aussi retournée dans mon village natal. Pour la première fois depuis plus de 50 ans. Tout avait changé. La maison n'existait plus. Le café où mon père jouait aux cartes était devenu un supermarché. Mais l'air avait la même odeur. Une odeur de campagne et de souvenirs. J'ai marché jusqu'à l'endroit où Gérard m'avait touché pour la première fois. Rien n'y restait. Pas un arbre. Pas une trace. Et j'ai ri. Oui, j'ai ri. Parce que même les lieux finissent par oublier les horreurs qu'ils ont abritées. Puis je me suis tournée vers le ciel et j'ai dit « Regarde-moi. Je suis toujours là. » Et j'ai senti une paix nouvelle. Une paix qui ne venait pas de l'oubli, mais de la transcendance. Quand je suis rentrée à Lyon, j'ai reçu une lettre d'Émilie. Oui, une lettre. Même à l'ère des messages instantanés, elle avait voulu m'écrire à la main. Elle me disait « Maman, tu es la racine et l'aile. Grâce à toi, je suis forte et libre. Et un jour, je dirai à mes enfants « Votre grand-mère est une légende. » Je l'ai relue 20 fois. Puis je l'ai encadrée, elle aussi. Et j'ai pensé à toutes les femmes qui n'ont jamais reçu de lettres, qui n'ont jamais entendu qu'elles étaient des légendes. Et j'ai juré, en mon nom, en celui de Jeanne, d'Émilie et de tant d'autres, que je ne me tairai plus jamais. Aujourd'hui, j'ai 84 ans. J'habite toujours à Lyon, dans le même petit appartement aux murs pleins de souvenirs, de cadres et de lettres encadrées. Chaque matin, je prépare mon café, je m'assieds sur le balcon et je regarde les passants. Mais je ne les regarde plus avec distance ou jalousie. Je les regarde avec gratitude. Gratitude d'être encore là, d'avoir traversé l'orage et d'avoir appris à danser sous la pluie. J'ai enfin compris que la vie ne commence pas après la douleur. Elle commence quand on décide de ne plus lui appartenir. Pendant des décennies, j'ai marché comme si je devais me faire petite. Par peur d'être vue. Par peur qu'on me fasse du mal. Par peur de gêner. Mais aujourd'hui, je marche la tête haute. Et chaque ride sur mon visage est une victoire. Une preuve. Un hommage. Mon dernier livre, je l'ai dédié à toutes les femmes qui n'ont jamais osé parler. Il s'appelle « Le silence ne m'a pas tué ». Et sur la dernière page, j'ai écrit une phrase. Si tu lis ceci, c'est que tu es encore debout. Et debout, on peut marcher, on peut crier, on peut aimer. On m'a invité à une émission de radio récemment. Le journaliste m'a demandé « Claudine, vous n'êtes pas en colère après tout ce que vous avez vécu ?» Et j'ai répondu calmement « Je ne suis pas en colère. Je suis lucide. Et je suis libre. » Il a souri. Et moi aussi.
Je ne veux plus que mon nom soit associé uniquement à la souffrance. Je veux qu'il soit associé au courage, à la renaissance, à la dignité. Je veux qu'on dise, Claudine Martin, c'était une femme qui n'a jamais cessé d'espérer. Ma fille Émilie vient me voir chaque dimanche. Parfois seule, parfois avec ses enfants. Oui, je suis grand-mère. Et je leur raconte des histoires. Pas toujours tristes. Des contes, des anecdotes. Mais parfois, je leur parle aussi de ce que j'ai vécu. À leur façon. Avec des mots doux, mais vrais. Parce qu'il est temps que les enfants grandissent en sachant que le mal existe, mais que le courage aussi. Un jour, mon petit-fils m'a dit, « Mamie, tu es comme une super-héroïne. » Mais sans cape. Et j'ai souri. Peut-être qu'il avait raison. Je ne suis pas morte avec ma douleur. Je l'ai transformée. Et maintenant, c'est à vous qui lisez ou écoutez mon histoire que je veux parler. Peut-être que vous aussi avez traversé l'indicible. Peut-être que vous portez un poids, un silence, une blessure que personne ne voit. Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas fini. Si j'ai réussi à survivre à Gérard, à mes parents, à la honte, à la solitude, alors vous aussi pouvez transformer vos cicatrices en lumière. Ce n'est pas facile. C'est long. Parfois, on recule. Parfois, on tombe. Mais chaque pas compte. Chaque larme lavera un peu plus la peur. Et chaque mot que vous oserez prononcer sera une victoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à cette ligne, alors je vous le dis du fond du cœur, vous faites partie de ma famille. Et j'aimerais que vous commentiez cette phrase, moi aussi, je crois en la guérison. Écrivez-la en commentaire. Pour vous, pour moi, pour toutes celles qui liront et se sentiront moins seules. Et si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour qu'ensemble, on crée un refuge. Un espace sacré où plus personne ne sera réduit au silence. Partagez cette vidéo. Car parfois, une seule histoire peut sauver une vie. Et souvenez-vous, la peur diminue quand l'amour augmente. Et parler, c'est déjà commencer à guérir. Merci d'avoir marché à mes côtés. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et surtout, merci d'exister.